Alors c'est toujours le CES, et après avoir vu ce qui se passait du côté de chez Nvidia lundi, on va maintenant aller voir ce qui se passe du côté de chez AMD, Intel, et d'autres marques aussi. Allons-y, c'est parti. Alors on commence avec un scam. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on avait déjà parlé de ça. En Chine, il y a des ateliers en gros où ils reçoivent des cartes graphiques, principalement des RTX 4090, et ils les transforment en cartes pour intelligence artificielle, on va dire ça comme ça. Et en gros, ce qu'ils font, c'est que parfois, ils changent totalement le PCB, ils retirent le GPU des cartes classiques, ils changent aussi le système de refroidissement. Au lieu de mettre un gros ventirad, ils choisissent un modèle à blower, puisque c'est plus intéressant pour les utiliser, pour en mettre beaucoup dans un rack de serveur ou ce genre de truc. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'il y a du coup un mont de ventirad et de PCB qui restent, et il y en a certains apparemment qui commencent à essayer de les écouler sur le marché de l'occasion, mais le problème c'est que comme vous le voyez ici, le GPU n'est plus là, donc forcément ça ne fonctionne plus, puisque vous avez juste le PCB de la carte, des puces de RAM qui restent, et c'est apparemment du bricolage, et vous avez le ventirad. Alors, le problème, c'est que quand vous achetez ce type de carte d'occasion, vous pouvez pas savoir qu'il manque le GPU avant de l'avoir reçu. Donc vous pouvez avoir tout à fait l'impression d'avoir la carte, puisqu'au niveau du poids, il y a tout le matos, il manque juste la puce. Donc bref, même si jusqu'ici on n'a pas entendu de problème similaire à ça en Europe, c'est pas pour autant que ça ne pourrait pas arriver à un moment ou à un autre, d'autant plus que la 4090 est très rare à l'heure actuelle et très chère, vu que les tarifs ont augmenté. Elle est peut-être un petit peu plus recherchée d'occasion qu'avant aussi. Comme d'habitude, je dirais pour le marché d'occasion, sur des achats aussi coûteux tels que la 4090, il vaut mieux pouvoir l'essayer avant de l'acheter. L'acheter à l'aveugle, c'est d'autant plus un risque maintenant qu'il y a ce genre d'arnaque qui circule, puisqu'à mon avis, ça risque de durer un petit moment. Bon, pas de psychose non plus à avoir, mais prenez vos précautions si vous voulez acheter une carte d'occasion, quelle qu'elle soit de toute façon. Petit détour chez Tech Power Up qui reprend un papier de chez TrendForce sur les coûts de la RAM. On avait déjà vu ça il y a un an environ, avec les projections sur les prix de la RAM. À l'époque, on partait un petit peu sur une baisse, et c'est ce qui s'était passé. C'est vrai que les prix de la DDR5 avaient pas mal chuté dans la première moitié de l'année 2023. Et là, pour 2024, on partirait sur une hausse, comme on était déjà sur une hausse ces derniers mois aussi, particulièrement sur la DDR5. C'est vrai que la DDR4, on la trouve encore à des tarifs relativement normaux depuis quelques temps. Donc si vous devez acheter de la RAM, achetez-la maintenant, puisque ça risque de coûter un petit peu plus d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Alors on enchaîne ensuite du côté de chez Intel, du côté des processeurs avec la génération 14, ça on le sait depuis un bon moment. La gamme 65 et 35 watts des processeurs génération 14 pour PC de bureau sont en train de sortir. Pas de grosse surprise ici, ce sont exactement les mêmes en grande majorité que sur la génération 13, avec juste une petite augmentation de fréquence. Par contre, il me semble qu'il y a quelques références comme le 14600 tout court qui basculent sur du Raptor Lake, là où sur la génération 13 c'était toujours du Alder Lake, donc de la génération 12, puisque le cache a augmenté légèrement, puisque comme on peut le voir ici, entre le 14600 et le 14500 qui ont la même quantité de corps, ils n'ont pas la même quantité de cache. Donc ça veut dire que le 14500, lui, est toujours sur la génération 12 Alder Lake, le 14600, lui, il est sur la Gen 13 Raptor Lake. Donc ça fait quand même une différence sur les performances en gaming principalement, puisque le cache, c'est toujours une bonne chose d'en avoir plus en gaming. En dehors de ça, pour ce refresh de la gamme 14 pour la gamme 65 watts, rien de très passionnant, c'est la même chose que la dernière fois. Les tarifs sont les mêmes également, donc pas grand chose d'autre à attendre ici. Par contre, ce que j'ai vu passer aussi, et qui est un petit peu plus intéressant, c'est qu'apparemment l'application, l'optimisation APO, dont j'avais parlé dans le test du 14900K, qui jusqu'ici ne fonctionnait que sur 2 jeux et uniquement sur les processeurs de génération 14, apparemment Intel ouvrirait la chose un petit peu plus, puisque ça devrait maintenant fonctionner aussi sur les générations 13 et 12, et ça devrait concerner plus de jeux aussi. Alors la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas communiqué sur le sujet avant, puisqu'en gros quand l'APO est sorti, Intel n'a absolument rien dit en dehors de l'annonce du truc au moment de la sortie des générations 14. Il y avait 2 jeux, on nous en avait pas dit plus.
et bien là on voit que bon, ça se développe un petit peu plus, ce qui est une très bonne chose, et que ça marche maintenant sur les autres générations de processeurs, c'est une très bonne chose aussi, puisqu'il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas le cas. Du coup, mon test du 14700K, ben, je vais le retarder un petit peu, puisqu'il était prêt, pour pouvoir tester justement l'APO et voir un petit peu ce que ça donne. En parallèle de ça, Intel a aussi fait des annonces du côté de Arrow Lake, qui devrait être la prochaine génération de processeurs sur les PC de bureau, et Lunar Lake qui lui est plus destiné au PC portable. Donc la bonne nouvelle c'est qu'Intel confirme que ça devrait arriver pour 2024, là où Meteor Lake par exemple était sorti uniquement sur les PC portables et non pas sur les PC de bureau comme ce qui était prévu à la base. On se doute plus ou moins du pourquoi du comment, vu les performances de Meteor Lake sur les PC portables. Sur PC de bureau, ça devait être soit équivalent, soit pas franchement mieux que la génération 13-14 actuelle. Donc Arrow Lake est toujours dans les clous, ça devrait bien débarquer pour fin d'année 2024, et ça devrait être enfin une nouvelle architecture du côté de chez Intel, même si ça veut aussi dire une nouvelle plateforme, donc des nouvelles cartes mères, un nouveau socket. Après, on espère toujours qu'Intel fasse durer un petit peu plus longtemps ses plateformes sur PC de bureau, un petit peu à l'instar de ce que fait AMD jusqu'ici. Donc on verra bien ce que ça donne quand ça sortira, on n'a pas encore plus d'infos pour le moment. Et du côté des cartes graphiques chez Intel, qui est un sujet qui intéresse probablement pas mal de monde, alors j'ai vu une interview passer chez PC World de Peterson, je crois, qui travaille pour la division graphique chez Intel, qui a indiqué au détour de l'interview que Battlemage est toujours prévu et qu'il devrait bien arriver, ce serait toujours dans les cartons, donc ça c'est la bonne nouvelle je dirais, puisque c'est vrai qu'Intel s'était montré très discret pour la suite en ce qui concerne les cartes graphiques grand public. Donc bref, que ce soit pour les processeurs ou les cartes graphiques, on attend d'en savoir un petit peu plus en ce qui concerne Intel, puisque là on a juste confirmation que ça devrait arriver. Alors on enchaîne du côté des PC portatifs pour jouer, on va dire, avec les Steam Deck Lite, avec MSI qui se lance dans la bataille, avec le Claw. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'à la différence de la plupart des concurrents, MSI a choisi d'utiliser un SoC Intel, donc avec un processeur et une partie graphique de chez Intel, avec Arc. Et donc ici c'est basé sur Meteor Lake qui vient de sortir sur PC portable. Donc c'est quand même un point très différenciant des autres constructeurs, puisque c'est vrai que tous les autres utilisent du AMD. Je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner du point de vue des performances, du point de vue de l'efficacité énergétique, puisque sur ce type de produit c'est très important. Alors en dehors du SoC, qui est différent des autres marques du coup, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a un port Thunderbolt 4, puisque c'est un SoC Intel du coup. Au niveau de la RAM, c'est la même configuration que sur la ROG Ally. Au niveau du stockage, c'est du classique, 1 Tera ou 512 Go de SSD. Au niveau de l'écran, c'est un 7 pouces en Full HD 120 Hz, il me semble que c'est 10 PS, j'ai entendu dire. Au niveau de la connectivité, on a du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 5.4, donc ça c'est mieux que les autres. Au niveau de la durée de vie, batterie, tout ça, on sait pas encore vraiment. Au niveau du poids, c'est un petit peu sur la fourchette haute, mais c'est assez proche de ce qu'on a avec la Steam Deck par exemple. Les dimensions pareil. Et au niveau de l'OS, c'est un petit peu ça le truc différenciant par rapport au Steam Deck. Pour tous les concurrents, c'est que ça tourne sous Windows. Et c'est vrai que la grande force du Steam Deck, c'est le SteamOS, que malheureusement n'ont pas les concurrents. Donc à voir ce que ça va donner. Au niveau des tarifs, c'est relativement cher pour la configuration la plus puissante, puisque c'est 800$, 700$ pour la configuration la moins chère. C'est vrai que le Steam Deck reste quand même significativement moins coûteux dans l'ensemble. Donc bref, je suis quand même assez curieux de voir ce que ça pourra donner en pratique au niveau des performances, puisque là on est sur une configuration différente de tous les autres Steam Deck Lite qui sont sortis jusqu'ici. On verra bien dans quelques mois quand ça sortira. On a aussi eu des annonces de constructeurs de AIB, du coup de nouveaux AIB sur le marché des cartes graphiques, avec Acer qui se lance un petit peu sur d'autres marchés, puisque jusqu'ici ils avaient sorti des cartes chez Intel principalement, et bien on voit que maintenant ils s'attaquent aussi au Radeon, avec des 7700 XT et 7800 XT qui devraient sortir. Apparemment les cartes chez Intel étaient plutôt correctes, il y avait eu un test chez Gamers Nexus il me semble, donc s'ils produisent du matos de plutôt bonne qualité, après tout pourquoi pas. Reste à voir les tarifs et les disponibilités bien évidemment. C'est toujours cool d'avoir de nouveaux entrants sur le marché. Alors en parallèle de ça, on a aussi Lenovo qui a annoncé produire maintenant des RTX 4000 Super et RTX 4090D. Donc ça c'est le modèle réservé à la Chine. Et pourquoi pas, je sais plus si Lenovo avait pas déjà fabriqué des cartes graphiques par le passé. J'ai un doute là-dessus, mais je sais plus. Bon, en tout cas, là aussi, si c'est un nouvel AIB entrant sur le marché, pourquoi pas, il y a de la place, si les produits sont de bonne qualité, j'ai pas de problème avec ça.
Et avec l'arrivée des RTX 4000 Super, bon, évidemment, tous les AIB classiques ont plus ou moins présenté leur modèle. Là, on va parler d'MSI tout simplement parce qu'ils ont un modèle un petit peu atypique en dehors de la gamme habituelle, qui est plus ou moins les mêmes cartes qu'avant. Et bien là, on a la gamme Expert qui va arriver. Et c'est assez intéressant puisque c'est un design relativement similaire à ce qu'on retrouve avec les Founders Edition. Jusqu'au niveau du look, c'est complètement différent. Alors c'est vrai que sur la photo, bon, ça plaît ou ça plaît pas. C'est un look quand même assez particulier. Après, moi j'aurais plutôt envie de dire attendre de voir ce que ça donne en vrai, puisque là c'est un rendu. Parfois on est un petit peu surpris. Avec les rendus, on peut trouver ça moche, et quand on les voit en réalité, c'est un petit peu plus sympa. Donc bon, je me réserve le jugement pour plus tard. Là, c'est vrai que d'aspect comme ça, je trouve pas ça terrible, mais au moins c'est différent. Et c'est vrai que jusqu'ici, il y avait personne qui avait repris un petit peu le design des Founders Edition d'NVIDIA. Là, si s'y colle, pourquoi pas. Et on enchaîne maintenant du côté de chez AMD avec le Fidelity FX Super Resolution pour les vidéos. Donc de l'upscaling pour les vidéos, un petit peu à l'instar de ce qu'avait fait Nvidia pour le RTX Vidéo Super Résolution il y a quelques temps. On n'a pas vu ce que ça donnerait en pratique, on a juste eu cette photo-là. Alors, est-ce que c'est juste du sharpening? Est-ce qu'il y a d'autres process qui sont faits en parallèle? On attend de voir, je dirais. Mais bon, c'est toujours une bonne chose à prendre si le résultat est cool. Alors on a AMD qui a aussi officialisé les Ryzen 8000G, donc les APU pour PC de bureau, qui vont sortir le 31 janvier. La gamme, c'est plus ou moins celle qu'on avait eu dans les fuites ces derniers temps, pas de surprise ici. Au niveau des performances, alors les graphiques qui ont été présentés, bon, il n'y avait pas de chiffres exacts dans les premiers tableaux qui sont passés, je pense que j'en ai vu d'autres avec les vrais chiffres, dans les grandes lignes. Il ne faut pas s'attendre à de miracle du point de vue des performances de la partie graphique, ça tourne aux alentours d'une 1650, à savoir donc une GTX 1060 ou les RX 480, 580, c'est ce genre de performance-là que l'on peut attendre de la partie graphique intégrée complète. Puisque c'est un des problèmes pour moi sur cette gamme-là, c'est que le seul processeur avec l'APU complet, avec les 12 compute units, c'est le 8700G, et c'est aussi le plus cher, puisqu'il va sortir à 330$, là où le 8600G n'a que 8 compute units, mais 100 balles moins cher. Et c'est vrai que ça fait quand même assez cher, la différence entre les deux. Ça aurait potentiellement pu intéresser plus de monde si on avait eu les 12 compute units sur le 8600G par exemple. Plus loin que ça, je dirais, c'est vrai qu'au niveau des tarifs, c'est pas spécialement intéressant ni agressif. Alors je sais qu'AMD market, je dirais, la partie graphique pour donner un petit côté premium à ces produits-là, mais c'est vrai que le 8600G à 230 balles, c'est le même tarif qu'un 7600X, et c'est vrai que pour un joueur, si on n'a pas besoin de la partie graphique, il n'y a vraiment aucune raison d'acheter un 8600G à la place, puisqu'il sera moins performant au niveau des performances en gaming, puisqu'il a moins de cache de niveau 3, c'est un petit peu le même schéma que sur la génération précédente. Pareil, le 8700G, si on n'a pas besoin de la partie graphique, 330 balles, c'est quand même assez cher, puisque même le 7800 X3D coûte pas beaucoup plus cher que ça. Pour les références les moins performantes, donc le 8500G et le 8300G, j'ai vu passer un truc là-dessus au niveau de lignes PC Express, pourrait y avoir des problèmes aussi, puisqu'il y en aurait vraiment très peu du côté du processeur, ce qui pourrait même poser problème avec certains GPU par exemple. Donc c'est vrai que dans l'ensemble, ça se destine quand même à un marché de niche, ces nouveaux produits, puisqu'ils vont pas pouvoir intéresser grand monde, puisque même si on veut se faire un petit PC, pour pas trop cher, le 8600G est même plus cher que le 7500F qui sera plus performant, et si on couple à une petite carte graphique d'occasion, ça restera largement plus performant que le 8600G. Donc pour ceux qui ont besoin de ce type de produit, c'est toujours cool de les voir sortir, ça pourra intéresser certaines personnes, mais ça restera des produits de niche dans l'ensemble. Je dirais que pour les gamers, cette nouvelle gamme n'apportera pas grand chose tant que les prix ne seront pas un petit peu plus agressifs. Toujours du côté de chez AMD, maintenant du côté de l'AM4, alors ça fait un moment qu'on en a entendu parler aussi, on devrait bien avoir des nouveaux processeurs sur la plateforme AM4 et ils sortiront le 31 janvier. Donc le plus intéressant dans l'histoire, c'est forcément le 5700 X3D qui doit sortir à 250$. C'est pas trop mal au niveau du tarif, par contre c'est vrai que si on fait la conversion euro-dollar et qu'on rajoute la TVA, ça nous amène aux alentours des 270-280 balles, et là ça perd quand même beaucoup de sa superbe, puisque c'est vrai que le 5800 X3D, même s'il tourne plus aux alentours des 330, la différence n'est pas non plus énorme. Et le 5800 X3D devrait rester quand même un petit cran plus performant. Après, comme bien souvent chez AMD, on a un tarif de sortie, et on a des prix qui baissent quand même relativement rapidement derrière. Donc c'est vrai que s'il arrive aux alentours des 220-230 balles, là ça pourrait être vraiment très intéressant, je dirais comme dernier upgrade sur la plateforme AM4. Alors après, les autres processeurs pour moi sont pas du tout intéressants, tout du moins au tarif annoncé ici,
puisque par exemple le 5700, qui n'est pas un 5700X avec moins de performance, c'est un 5700G sans la partie graphique. À 175$, pour moi ça n'a aucun intérêt, tout simplement parce qu'on trouve le 5700X au même tarif. Et celui-ci sera plus performant en jeu, et même en applicatif la plupart du temps. Donc aucun intérêt pour le 5700 à ce tarif-là. Le 5600 GT, qui n'est autre qu'un 5600G légèrement plus rapide, pas grand intérêt non plus à 140 balles. Les fréquences en plus vont pas changer grand-chose. Pareil pour le 5500 GT, 4 core 8 threads, 125$, ben ça reste quand même assez cher, puisqu'on trouve assez régulièrement des Ryzen 5600 maintenant en dessous des 150 balles, et on trouve même du 5600G la plupart du temps à 120 balles même, donc aucun intérêt pour ces processeurs-là à ces tarifs-là. À voir le 5700X3D particulièrement, je suis quand même curieux de voir ce que ça donnera au niveau des performances, mais à mon avis il sera uniquement pertinent s'il coûte un petit peu moins cher. Et enfin, toujours chez AMD, mais du côté carte graphique, ce coup-ci, on aura bien la 7600 XT qui va sortir pour le 24 janvier. Alors, la 7600 XT, c'est quoi? Eh bien, c'est une RX 7600 avec 16 Go de VRAM au lieu de 8, et c'est à peu près la seule différence, avec un tarif plus élevé, puisque c'est 330$, soit environ 370€ chez nous, probablement, ce qui est quand même significativement plus cher que le modèle de base à 270, il y a 60 balles d'écart. Alors, c'est moins abusé que ce qu'avait fait Nvidia pour les 4060 Ti 8 et 16 Go où c'était 100 balles d'écart, mais en réalité, si on ramène ça en pourcentage, l'écart de tarif entre les deux modèles est assez similaire à ce qu'avait fait Nvidia, à savoir entre 20 et 25% pour les 8 Go de VRAM en plus. Donc, alors, j'ai rien contre le fait d'avoir des cartes avec des quantités de VRAM différentes, c'est bien d'avoir le choix. Après, il faut encore que le prix soit cohérent, là c'est quand même un petit peu cher. Et en plus de ça, c'est un petit peu le même problème qu'avec la 4060 Ti, je dirais. Encore pire même, par certains côtés, c'est que la 7600, avoir plus que 8 Go de VRAM, c'est logique si on vise le 1440p et au-dessus. Sauf que la 7600, déjà de base, en 1440p, elle a déjà un petit peu de mal à l'heure actuelle. Donc, rajouter 8 Go de VRAM, ça va pas la rendre meilleure sur ce tableau-là. Alors oui, on aura des cas où même en 1080p, le modèle 16 Go sera plus performant que le modèle 8 Go, mais c'est quand on va pousser tous les potards à fond. Alors c'est toujours bien de pouvoir le faire, là on ne pourrait pas le faire avec la 7600, mais est-ce que ça vaut cet écart de tarif? Personnellement je trouve pas. En dehors de la VRAM qui augmente, on a aussi des fréquences légèrement plus élevées. Par contre, le problème d'avoir des fréquences plus élevées sur une puce qui était déjà complète, c'est que ça fait augmenter la consommation, puisqu'on passe de 165 watts en moyenne à 190 watts, ce qui est quand même une augmentation importante de la conso pour une carte d'entrée de gamme aussi peu performante entre guillemets, on va dire. Autre truc un petit peu questionnant, c'est qu'AMD ici force le DisplayPort 2.1, là où sur la 7600 on pouvait avoir du 1.4A ou 2.1, mais là aussi je dirais quel intérêt. La carte est totalement incapable d'arriver à caper le DisplayPort 1.4, le DisplayPort 2.1 ne sert absolument à rien avec la RX 7600 XT. En plus de ça, à 350-360 balles, chez nous je dirais ça arrive au tarif des 6700-6750 XT. À l'heure actuelle, il n'y a vraiment aucune raison d'acheter une 7600 XT à la place des 6700 de la génération précédente, même si elles ont moins de VRAM. Même avec 12 Go de VRAM, elles s'en sortiront mieux de toute façon en 1440p, puisque ce sont des cartes plus performantes. Donc là, je dirais qu'AMD se fait concurrence à lui-même, les tarifs sont un petit peu trop élevés, comme bien souvent dernièrement, la carte est mal placée de base, elle va se faire démonter dans les tests, et les prix vont baisser un mois plus tard. C'est le schéma classique chez AMD dernièrement, et j'ai un petit peu de mal à comprendre pourquoi ils font ça à chaque fois, puisque c'est donner le bâton pour se faire taper. Parce que avoir des mauvaises reviews le jour de la sortie, ça laisse une mauvaise impression de la carte qui restera, je dirais, quasiment tout le temps, à part si les prix baissent significativement plus tard. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus logique de mettre la 7600 XT soit vraiment à 300 balles maximum, et de baisser le prix de la 7600 normale. On aurait eu toujours les 50-60 balles d'écart, et ça aurait rendu la chose un petit peu plus intéressante au global, tandis que là, ça fait pas franchement rêver, on va dire. Alors après, pourquoi est-ce qu'AMD choisit de sortir cette carte-là maintenant? Bon, je suppose, c'est probablement parce que les 6700 XT et 6750 XT arrivent peut-être tout doucement au bout de leur stock, et du coup, il fallait une carte pour un petit peu combler le trou entre la 7600 et la 7700 XT, puisqu'il y a quand même un sacré fossé entre les deux. Et il y avait le choix du coup entre soit castrer un petit peu plus Navi 32, ou réutiliser Navi 33.
Le problème, c'est que la 7600 utilise déjà Navi 33 complet. On ne peut pas rajouter plus de compute unit, on ne peut pas changer grand chose en dehors de rajouter de la fréquence, mais du coup augmenter la consommation, c'est ce qui se passe ici aussi. Et on voit que pour 100 MHz, ça fait une grosse augmentation, même si la RAM ça consomme de l'énergie aussi. Et AMD avait probablement pas spécialement envie de baisser le tarif d'entrée de Navi 32, qui leur coûte probablement encore relativement cher à produire. C'était probablement pas rentable de baisser le prix à un tarif aussi bas que celui de la 7600 XT. Et en plus de ça, ils utilisent déjà une carte castrée pour Navi 32, c'est la 7700 XT, il n'y avait probablement pas besoin de la castrer encore plus. Donc le choix s'est reporté sur Navi 33, on va faire la même approche qu'avec les deux 4060 Ti, à savoir on rajoute 8 Go de VRAM, avec une utilisation en clamshell, donc on aura de la mémoire des deux côtés du PCB. C'est probablement ce qui coûtait le moins cher et qui permettait de marketer une carte avec 16 Go de VRAM et une des cartes avec 16 Go de VRAM les moins chères. Sur le papier, ça fait bien, auprès du grand public, 16 Go de VRAM, ça paraît cool. Bon, quand on connaît un petit peu comment les GPU fonctionnent, on comprend très vite que sur une 7600 XT, c'est pas forcément ce qu'il y avait de plus indispensable. Après bon, oui, c'est mieux d'avoir trop de VRAM que pas assez, mais sur une carte, je dirais, de ce calibre-là, c'était pas non plus totalement indispensable. Et enfin, pour terminer, on revient sur l'histoire du partenariat Twitch avec Nvidia pour OBS, avec les histoires de différents flux qu'on pourra maintenant envoyer vers Twitch. Alors, on n'avait pas eu toutes les infos, je dirais, pendant la présentation presse, le pré-briefing. Là, on en a appris un petit peu plus. Ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, cette nouvelle fonctionnalité pourrait rajouter le support de l'EV1 sans que celui-ci soit vraiment actif sur Twitch de manière classique. Puisqu'en gros, au niveau du transcodage et tout ça, Twitch ne va que rebalancer le flux que vous allez lui envoyer, sans le traiter, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Donc ce qui permet de rajouter le support de l'EV1 à la plateforme, sans que ça leur coûte très cher. Mais c'est vrai que pour l'utilisateur final, ça peut être intéressant. L'EV1 pourrait arriver dans pas très très longtemps sur Twitch avec cette nouvelle fonctionnalité, donc ça va être intéressant de voir comment ça marche, est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que c'est vraiment intéressant, et on va suivre ça de plus ou moins près. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je retourne à mes tests de carte graphique. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, les trucs pénibles de YouTube, et puis on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut!